bonjour et bienvenue. Je suis Sandrine Planck et vous écoutez Les Nouvelles Filles de la Campagne. 2 fois par mois, je vais à la rencontre de femmes qui, comme moi, ont changé de vie pour tenter l'aventure en ruralité. Ce qu'elles ont en commun ? Elles ont redoublé d'audace. Pourquoi ? Eh bien, en allant vivre à la campagne, et comme si ça n'était pas déjà un sacré défi, elles ont changé de métier, développé une nouvelle activité, un projet, une passion, voire adopté un nouveau mode de vie. Grâce à nos échanges, je vous révèle tout de leur arrivée en ruralité, de leur projet de départ, leur intention, de leur nouvelle vie qui les a transformées, de leur joie et par moments de leurs craintes. Je vous offre des témoignages motivants, rafraîchissants, qui vous feront, je l'espère, sourire, plaisir et peut-être vous donneront envie de sauter le pas ou simplement d'y réfléchir. Maintenant, je vous emmène dans ma campagne. Bonjour Rosa. Bonjour Sandrine. Est-ce que tu peux te présenter, tout simplement ? Alors, je m'appelle Rosa, j'habite à Saint-Priest-les-Fougères. J'ai un petit chat qui m'accompagne, qui s'appelle Mimine. Je suis prof de yoga et j'ai créé mon lieu et je travaille sur mon lieu dans lequel je vis. Tu viens de nous parler de lieu, j'ai envie de démarrer avec ça directement, parce que c'est important, c'est vrai que je demande toujours aux nouvelles filles de la campagne de décrire aux auditeurs et aux auditrices l'environnement, puisque les gens ne nous voient pas, ils nous écoutent. Tu peux expliquer où on est, à quoi ça ressemble ? Donc, on est dans le Périgord vert. Comme son nom l'indique, c'est tout vert. J'ai une propriété à Saint-Priest-les-Fougères de 3,5 hectares. J'ai acheté ce lieu, il n'y avait rien dessus. J'ai créé des mares, un jardin, mon lieu d'habitation. Alors, c'est quoi ton lieu d'habitation ? Ça ressemble à quoi ? Alors, mon lieu d'habitation, c'est surtout un studio de yoga. Ouais. Où j'ai un côté privé et un côté professionnel. C'est un bâtiment long, rectangulaire, avec que des baies vitrées sur le terrain, pour avoir une belle vue et se sentir dedans, dehors en permanence, connecté à la nature. Exact. Je valide, puisque faut savoir que Rosa est ma professeure de yoga, et effectivement, c'est très agréable de pratiquer le yoga avec la vue sur la nature. Et alors justement, quand on est dans ton studio, qu'est-ce qu'on voit à l'extérieur ? Alors, toutes les baies vitrées sont dirigées direction sud-ouest. Sur mon terrain, on voit les mares, le jardin, des chevaux, des arbres, la nature, une grande immensité. J'ai créé un petit chalet en bois. Au départ, c'était pour faire quelque chose de professionnel, mais après, on en parlera certainement plus tard. Les directions ont un petit peu changé. Et j'ai aussi une caravane qui est abritée par un petit auvent et qui est juste à côté d'un étang. Le projet que tu avais, le projet professionnel, tu avais en tête ce type de terrain, ou c'est en trouvant le type de terrain qu'est venu le projet professionnel ? Alors, j'avais en tête un projet, bien sûr, et j'ai cherché exactement ce terrain, et j'ai trouvé le terrain que je cherchais. Il me le fallait en pente, très grand. Pourquoi en pente ? En pente pour la permaculture. D'accord. Parce que c'est très important, l'orientation du soleil et du terrain. Il me fallait une source. Je voulais absolument l'eau, le soleil, et géographiquement, il me fallait qu'il soit dirigé sud-ouest. Et j'ai réussi à trouver. J'ai cherché longtemps. Tu as cherché longtemps ? Ça veut dire quoi, longtemps ? Longtemps, non, quelques mois, mais j'étais bien déterminée. Donc, tu avais un cahier des charges très précis par rapport à ce lieu de vie et ce lieu professionnel, puisque les deux sont liés. Oui. Ok. Le bâtiment, donc j'ai envie d'appeler l'ashram. Oui. On peut l'appeler l'ashram ? Le studio de yoga. Le studio, voilà. Ton ashram. D'ailleurs, ça veut dire quoi, ashram ? Alors, ashram, c'est un lieu de vie, comme on pourrait dire dans le bouddhisme, on dit un monastère. Dans le yoga, c'est un ashram, c'est un lieu de vie où on vient pour quelques jours, quelques mois ou toute une vie. C'est un lieu communautaire en général. Et on y applique la méditation, le yoga, un repli sur soi pour des plus ou moins longues durées. Tu as toute une partie comme ça qui a été conçue pour la pratique du yoga. Et toi, tu t'es créé une partie perso. T'as une double vie, là. Oui. Non, c'est toute ma vie. Je dirais c'est complémentaire, oui. Je suis née à Saintes et je me suis retrouvée ici quand j'avais à peu près 6 ans. Et je suis restée, Je me suis retrouvée ici. En Dordogne, ouais, à la Coquille. Donc vous avez bougé. À la Coquille, Ok. oui.
coquille, oui, j'avais à peu près 6 ans. Je suis restée de mes 6 ans jusqu'à mon adolescence à la coquille. Et après, Excuse-moi. je suis partie sur Limoges, j'ai un petit peu travaillé, j'ai fait ma vie, j'ai pas mal bougé. Je suis partie à l'étranger. Ah là, tu vas vite. Déjà, je voulais te demander, c'est quoi d'être une petite fille à la campagne, de vivre à la campagne quand on est une petite fille? Alors, oui, c'est vrai que mes souvenirs de campagne commencent surtout à la coquille, donc juste à côté de Saint-Priest-les-Fougères. C'est une vie de liberté, de joie, de bonheur, de partage. À l'époque, à la campagne, il y avait beaucoup de monde, on était toujours dehors, quoi. Donc, ta jeunesse en campagne, que tu sois petite fille ou adolescente, elle est chouette. Oui. D'accord. Et alors maintenant, parce que tu étais déjà partie en voyage, donc tu pars dans certaines villes aux alentours, mais parce qu'on a parlé un petit peu avant quand même aujourd'hui, hein, et effectivement, j'avais mis mes oreilles un petit peu partout en me disant, tiens, ma professeure de yoga, j'ai l'impression, il paraît elle a pas fait le tour du monde, mais presque. Un jour, tu décides de partir. T'as quel âge? Alors, la première fois que je suis partie vraiment vivre à l'étranger, c'était pour Ibiza et j'avais peut-être 35 ans, quelque Ah chose ouais, comme ça. d'accord. Je Ouais. pensais que c'était encore plus jeune. Ouais, entre 30 et 30. Je sais plus exactement, oui. Une trentaine d'années, Oui, tu voilà. pars à Ibiza. Mm. Alors, comment on passe du Périgord, du Limousin à Ibiza? Alors, c'est du hasard et des coïncidences vraiment très rigolotes. Est-ce que tu connaissais Ibiza déjà? Non, Mais j'en t'avais... avais entendu parler et Oui. j'avais un frère qui habitait déjà depuis, je crois, 2 ans. Donc, j'ai fait des études à Bordeaux, des études d'espagnol. Je travaillais aussi dans un restaurant. Bon, j'ai fait plein de choses. Et à un moment donné, j'avais acheté une chambre d'hôte à côté de Saint-Émilion. Et je travaillais aussi dans un restaurant. Et en fait, quand j'ai dû décider de passer mon CAPES pour devenir prof d'espagnol, j'ai eu une grosse crise de panique. Je me suis dit, CAPES égale Paris, 10 ans, 15 ans à Paris. Donc ça m'a fait peur et je me suis dit, non, j'ai tout arrêté juste avant le CAPES. Et en même temps, j'avais une amie, je travaillais dans un restaurant et mon amie m'a demandé si je voulais être manager du restaurant. Et du coup, j'ai tout abandonné pour être manager dans un restaurant. J'ai fait ça quelques années. Et Là, on est à Bordeaux? Oui, voilà, on est à Bordeaux. J'ai démissionné de ce restaurant et je suis partie vivre à Arcachon puisque j'ai toujours une petite attirance T'as la pour la bougeotte, mer. non? Oui, aussi un peu. Et mon frère vient me rendre visite à Arcachon un jour, dans ma petite maison que je devais rendre quelques mois plus tard. Et il me dit, il faut que je pense à réserver un billet de bateau pour ma voiture et moi pour Ibiza. Et en rigolant, quand il réserve le billet, il me dit, tu viens avec moi? Et puis j'ai réfléchi, j'ai dit oui. Et voilà comment je suis partie, Tout simplement. voilà, pour Ibiza. Ok. Donc, t'avais juste vu, t'avais quelques notions de ce que ça pouvait être Oui, on en Ibiza. avait parlé, bien sûr. Ouais. Mais t'y allais pourquoi, toi, d'ailleurs? Tu pensais que t'allais faire quoi Eh là-bas? bien, comme j'avais vendu ma maison et que j'avais démissionné de mon travail, j'étais complètement libre et qu'il fallait que je rende ma petite maison sur Arcachon. Je me suis dit, bah, pourquoi pas, je vais faire l'expérience d'un été, on verra bien, quoi. Donc, j'avais de l'argent, j'étais libre. J'étais belle, Donc, j'étais jeune. Voilà, donc je me suis dit, on y va. Ibiza, ouvre-moi les portes. Mm. Et alors? Alors, quand je suis arrivée à Ibiza, ça a été très très dur parce que c'était au mois de mars et puis il pleuvait. On nous avait prêté un appartement un peu lugubre, donc j'ai un peu douté de ma décision. Mais en fait, eh ben, au bout de quelques jours, je me suis dit, bon, il faut que je trouve un endroit pour moi. Et puis j'ai loué un petit appartement. Et après, le soleil est arrivé. En fait, dans le bateau, chose importante, j'ai rencontré un Allemand qui était très 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 sympa, un architecte. Je croyais que tu allais me dire très 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 beau. Très 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 riche. Bien, disons, j'étais avec mon frère, elle était plus intéressée par mon frère que par moi. Ok, Rosa. Et donc, cet Allemand, on a bien sympathisé et on s'est revus quelques jours après. Il m'a présenté d'autres Allemands qui avaient un hôtel sur Ibiza. Et au bout de quelques jours, j'étais déjà embauchée. Donc, j'ai commencé mon aventure à Ibiza en travaillant dans un hôtel avec des Allemands. D'ailleurs, l'hôtel s'appelle Cantoni.
si un jour vous voulez y aller. Il existe encore? Oui. D'accord. Ouais. Et par contre, parce qu'Ibiza, je sais pas, t'as le nord, t'as le sud, c'était où dans Ibiza? Alors moi, c'était pas très loin d'Ibiza, la cité, puisque l'île s'appelle Ibiza, mais la cité et le port, quand on arrive à Ibiza, c'est Ibiza aussi. Donc j'étais pas très loin, j'étais à 5 km d'Ibiza, à San José. Et C'était bien proche sûr, de la jet set ou non, de l'autre non, côté? non, non, non. Plutôt Non, du non. côté flower power? Ouais, voilà. Plutôt du côté de la campagne, quoi. D'accord. Et comme je suis d'origine espagnole, donc je voulais être vraiment connectée aux Espagnols. Donc j'étais Et à c'est San pour ça que tu José, étais avec des Allemands. voilà. Oui, pour le travail. Bon, donc Ibiza, tu bosses donc plusieurs années Ouais. dans cet hôtel, t'es manager. Pas plusieurs années, plusieurs étés, 2 ou 3 étés. Oui, il me semble, oui. Est-ce que ça veut dire qu'entre-temps, tu reviens en France? Non, je Qu'est-ce- suis partie à Ibiza, à Bali, pardon, entre-temps. Oh, ça va être compliqué cette Rosa. Hein. Allez, Oui. vas-y, on t'écoute. Donc j'ai fait un premier été, puisque à Ibiza, ça marche surtout par saison. Et en fait, mon frère, tous les ans, il partait en Thaïlande pour se perfectionner au niveau de ses massages. Il est masseur à Ibiza. Et moi, pendant la saison, mes patrons m'ont proposé. Donc, au départ, je commençais par faire les chambres, j'ai fait des petits déjeuners, puis j'ai fini par faire des massages. À la fin de l'été, mon frère me dit, je vais en Thaïlande, est-ce que tu veux venir avec moi pour peut-être faire une formation de masseuse? Et donc, j'ai dit OK, et on est parti. Tu dis toujours OK à ton frère. Ouais, voilà. Très Ben, quand ça m'intéresse, oui. C'était des jolis projets quand même, quoi. Et donc, en octobre, je suis partie en Thaïlande pour faire une formation de massage. Je suis restée quelques temps avec mon frère. Et après, j'ai décidé d'aller à Bali pour faire une formation de massage balinais. Voilà. Faut te suivre. Hein. Même moi, je m'embrouille. Donc, si j'ai bien compris, t'alternes Ibiza, Bali. Bali. Mhm. OK. Mm. Donc, et là, tu es dans l'univers de l'hôtel, du bien-être. Donc, Ouais. tu manages, tu masses. Oui. C'est ça? Je cuisine, Je- je fais plein de choses. Tu as un couteau suisse. Qu'est-ce que tu préférais? Ben, tout, en fait. Au départ, ça m'a... C'est vrai que au départ, je faisais plein de choses. J'étais là, mais punaise, je peux pas me fixer parce que c'est vrai que la plupart des gens, voilà, soit ils sont ingénieurs, soit ils sont Oui. maçons, soit ils sont coiffeurs, et voilà, ça s'arrête là. Et moi, en permanence, j'ai toujours envie de faire d'autres choses, et à l'époque, ben, ça me posait presque des problèmes. Je me disais, mais est-ce que je vais trouver ma voie? Et en fait, ben non, c'est juste la vie, et je suis attirée par plein de choses, et maintenant, j'assume, donc je fais tout ce que j'ai envie de faire. Là, t'as quel âge à ce moment-là? T'as 35 ans alors? Ouais, juste avant mes 40 ans, quoi. Donc là, tu te formes à Bali pour les messages. Les les messages, massages, non, les oui. massages. Les massages, comment t'as dit? Baliné. Balinés. Mhm. Et tu y restes? Non, la première année, j'y passe 6 mois. Je reviens. Je refais une saison à Ibiza. Je repars à Bali pour 6 mois encore. Je reviens. Et la troisième fois que je repars à Bali, Je ne repars pas. je ne repars plus sans le faire exprès encore une fois. En fait, je découvre une petite île, Gilière, qui est juste à côté de moi, juste à côté de Bali. À quelques heures de bateau de Bali, et je tombe complètement amoureuse de cette île. Il y a pratiquement pas d'électricité, il n'y a pas de voiture. Elle est toute petite, on fait le tour en 40 minutes à pied à peu près. D'accord. Il y a des gens? Il y a des gens, oui, il y a quelques petits hôtels, mais très indonésiens, très... Donc j'aime cette... Ça ressemble à quoi un hôtel indonésien? Eh ben, c'est des petites cabanes en bambou, et elles sont assez près de la mer, bien sûr, puisque l'île est toute petite. Et en fait, moi, je voulais pas vivre dans un hôtel, je cherchais une petite maison, et finalement, on m'a proposé un hôtel qui était abandonné. Il y avait juste 5 chambres, il y avait tout à refaire, et on m'a proposé une location, et j'ai dit oui. 6 Vas-y. mois en Indonésie, 6 mois à Ibiza. Mais quand je me suis embarquée dans les travaux, dans la location, j'ai bien vu que c'était pas possible d'abandonner l'hôtel 6 mois, c'était pas viable. Donc là, tu devais te lancer à fond Voilà. dans ce projet. Donc j'ai déchiré mon billet, qui était un billet de retour au 1er avril. Ce n'était pas une farce, j'ai dit à tout le monde que je ne rentrais pas. Et me voilà partie pour quelques années à Bali. Combien de temps?
avec des va-et-vient, une dizaine d'années. Ah ouais. 10 ans à Bali, ça fait quoi de vivre à Bali? C'est un paradis et un enfer. Ok. Voilà, c'est plein de contradictions. Le plus dur, c'est le travail, quoi. Donc voilà, c'est le paradis pour plein de choses et l'enfer Pour d'autres. pour d'autres. Voilà. Quand tu dis travail, l'exploitation Voilà, ou- travailler, comprendre les coutumes, comprendre comment ils fonctionnent. On est tellement différents Hmm, et il faut quand même déjà quelques années pour comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Voilà. Mais alors, pourquoi tu y es resté 10 ans finalement? Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui t'a animé à rester 10 ans Hmm. là-bas? Mais parce que c'est déjà les balinés, ils sont adorables, ils sont gentils, ils ont un côté enfantin, simple et généreux, quoi. Donc, et puis à l'époque, moi, c'était encore très sauvage, donc on pouvait trouver plein d'endroits merveilleux où, en fait, on perdait la notion du temps, quoi. Voilà. D'ailleurs, j'ai très bonne transition, Rosa, parce que j'allais te demander, là, quelle période? Quelle année à peu près? Dans les 2008-2010 à peu près. Ok, Donc il y a 16 ans, 15-16 ans, quoi. d'accord. Hmm. Ok. Bien sûr, il y avait du tourisme, mais beaucoup, beaucoup moins, quoi. Donc c'est ça qui t'a fait rester, le côté peut-être... alors les gens, Oui, oui. le côté sauvage encore de l'île, pas trop de Oui. touristes. Mm, mm, Tu arrives à tes fins, tu ouvres cet hôtel. mm, mm. Donc là, c'est pareil, tu es toujours couteau suisse. Ben oui, c'est moi qui montre aux Indonésiens comment travailler, puisque évidemment, eux, ils habitent dans des cahutes. Moi, je voulais faire des salles de bain, je voulais faire une cuisine, je voulais des choses très traditionnelles, mais quand même avec un petit peu de confort Ouais, qui est modernité, indispensable entre pour guillemets. nous. Oui, Enfin, voilà. D'accord. On va lâcher le morceau, hein, mais est-ce que le yoga rentre dans ta vie à ce moment-là? Oui, jusqu'à présent, j'avais fait un petit peu de yoga à droite à gauche, ça m'intéressait, je le faisais pas. C'était moins connu qu'aujourd'hui, bien sûr. Et sur cette île, au centre de l'île, il y a un centre de yoga qui est tenu par des Australiens. Et il y a beaucoup, beaucoup de profs de yoga du monde entier qui ont envie, bien sûr, de donner quelques cours dans cet endroit parce que c'est juste paradisiaque. Paradisiaque comme ici? Différent, mais oui. Ok. Et donc, j'ai commencé à aller à un cours de yoga, un second, et je me suis prise au jeu et j'y allais 2 fois par jour. Il y avait des sessions le matin et le soir. Et chaque fois que je ressortais d'un cours de yoga, j'avais l'impression que je pesais 2 kilos, qui me poussaient des ailes, que je retrouvais mes 14 ans, quoi. Donc, ça a été une vraie, vraie, vraie révélation. Comment tu chemines sur le fait d'un jour en faire ton Alors, métier? petit à petit, j'essayais bien d'y aller matin et soir. Ça me causait quand même un petit peu de problèmes techniques par rapport à l'hôtel, mais je me débrouillais. Et puis finalement, donc j'y suis allée pendant quelques mois matin et soir. Et puis parfois, quand je pouvais pas y aller, bah, du coup, je me suis dit, bah, je vais le faire dans mon hôtel, toute seule. De fil en aiguille, des personnes qui venaient dormir dans mon hôtel ont voulu se joindre à moi pour pratiquer. Donc j'ai donné des cours. Bon, c'était plus ou moins bénévolement parce que j'étais pas prof à l'époque. J'ai vraiment découvert une vraie passion pour le yoga. Et en plus, évidemment que l'île attirait beaucoup de yogis, donc j'ai fait pas mal de rencontres. On m'a parlé de l'Inde, des formations, de Rishikesh, de Ubud. Et tout doucement, je me suis dirigée vers le yoga et je suis partie faire des formations à Ubud. Ubud, c'est J'allais un te demander village. où c'était. Voilà, c'est dans l'île de Bali. C'est très, très, très. À l'époque, c'était vraiment, vraiment connu pour le yoga. Il y a un très grand centre aussi. Je ne me rappelle plus le nom, ça me reviendra. Et donc, petit à petit, je me suis dit, je vais revendre mon hôtel et je vais peut-être m'installer à Ubud pour ouvrir un centre de yoga et de bien-être, de massage. D'accord. T'as donné 2 noms là. J'ai pas retenu. Rashi. Rishikesh, Oui. c'est en Inde. Et t'as dit. Ubud. D'accord. C'est des Rishikesh. lieux. Voilà, c'est 2 lieux qui sont quand même cultes pour le yoga. Rishikesh, c'est là où sont allés les Beatles dans les années je sais pas combien. Et à cause ou grâce aux Beatles, cet endroit a été mondialement connu. Et maintenant, il y a plein de centres de formation de yoga à Rishikesh. D'accord. Ok. Voilà.
Tu pars en Inde te former? Non, pas encore. Pas encore. Là, je décide d'aller sur Ubud pour chercher un lieu pour justement créer un centre de yoga. Et comme je... La vie de Rosa est incroyable. Comme je veux ouvrir un centre de yoga à Ubud, en fait, en Indonésie, on n'a pas le droit de travailler réellement. On a le droit de diriger un hôtel, mais pas de travailler. Donc, il fallait que j'embauche, que j'ai des partenaires, professeurs de yoga indonésiens. Ou que j'embauche des professeurs indonésiens de yoga. Mais pour embaucher quelqu'un et être sûr de ses performances, pas de ses performances, mais de... Capacité, compétences, de ses expertise. compétences, je me suis dit, il faut que j'aille me former comme prof de yoga. Oui. Comme ça, je saurai de quoi je parle. C'est intelligent, ça, Rosa. Et en plus, c'est vrai que pour mon corps et ma pratique, c'était bien aussi, quoi. Donc là, voilà. Donc, c'est là où je commence à... L'idée mûrie d'aller en Inde. Donc, je lâche mon hôtel, je le revends. Et je pars habiter à Ubud. Je loue une petite maisonnette à côté de la Monkey Forest. Donc l'endroit me plaisait. Justement, dans la maisonnette où je loue, il y en a 5 ou 6. Et il y a un grand terrain. Je me dis, pourquoi pas racheter ce terrain et créer mon centre de yoga dans cet endroit qui était vraiment super. Je tiens à préciser un truc, tu fais tout ça toute seule. Oui. T'es incroyable. Ok, vas-y. Mais je cherche toujours des partenaires, mais... Je n'arrive jamais à voir. Il y a toujours un X, c'est pas le moment. Je rencontre des personnes super, mais soit elles sont déjà lancées dans un autre projet, ou c'est pas le moment, ou il y a toujours quelque chose qui fait que je me retrouve toujours seule à faire les projets. Mais je crois que c'est mon karma. Très bien. Voilà. Alors vas-y, tu peux reprendre. Je décide donc de m'installer à Ubud. J'adore ma vie à Ubud. Il y a plein d'endroits pour pratiquer le yoga. Il y a des endroits paradisiaques pour manger aussi. C'est là que je découvre le véganisme et aussi beaucoup de cuisine crue qui m'intéresse aussi, la permaculture. Je fais un petit stage de permaculture, ce qui m'amène aussi à d'autres projets. Après, je décide donc d'aller en Inde. Pour te former. Pour me former. Et en même temps, j'habite à Ubud, mais je loue une villa à Seminyak. En fait, Seminyak, c'est là où quand on arrive à Bali, c'est là où tous les touristes pratiquement habitent. Très bien. Mais pourquoi tu loues une maison là alors que tu as déjà ton hôtel? Je louais, mais je louais professionnellement. Je louais pas pour moi, je louais en tant que professionnel. Professionnel, voilà. Donc ma villa, j'avais parfois des vacanciers qui étaient. Et quand elle était vide, j'allais passer quelques jours à Sémignac pour voir des amis, pour me changer. Et donc je prenais toujours des cours tous les jours partout où j'étais. Et je décide de prendre le seul centre qui était ouvert l'après-midi quand j'étais libre. C'était un centre de yoga Ashtanga, que j'ai aucune affinité avec ce style de yoga. Je le trouve un petit peu dur et... Un peu raide. Oui, voilà. Un peu strict pour l'époque. Oui. Mais j'y vais quand même. Je me dis, c'est pas grave, il faut que je fasse un peu de tout. Et quand j'arrive dans ce centre, je rencontre une fille. Et cette fille, au départ, elle commence à me parler. Moi, j'ai pas trop envie de parler. Puis finalement, je l'écoute. On fait le cours ensemble. Et à la fin, je l'entends discuter. Et elle demande à la responsable du centre de yoga s'il cherchait quelqu'un parce qu'elle voulait donner des cours. Elle est indienne, elle voulait donner des cours de yoga. Et j'entends ça. Et je la regarde. Et puis, je lui dis, écoute, moi, je cherche des cours privés si ça t'intéresse. Et du coup, on est parti sur une aventure. Elle m'a donné des cours privés. Est-ce que c'est elle le coup de cœur amical? Voilà. Elle s'appelle Anou. Elle venait pour la première fois à Bali. Elle habite en Inde. C'était la première fois qu'elle quittait son pays. Donc, elle était un petit peu innocente et tout. Et du coup, on a carrément... rapidement, on a vécu ensemble. Donc, elle me donnait des cours matin, midi et soir. J'étais immergée dans le yoga 24 heures sur 24. Pendant quelques mois. Et après, je décide donc de partir à Rishikesh, en Inde, pour me former.
Elle me donne quelques infos. C'est elle qui va te conseiller sur à la Voilà. limite la bonne formation, Voilà. le bon lieu. Elle avait les bonnes déjà personnes. travaillé à Ah oui. Rishikesh. Elle n'est pas arrivée par hasard sur ton chemin? Ah non. Et donc, prends mon billet, on reste ensemble, elle me forme à fond. Alors évidemment, moi, je veux me former plus que de raison. Et finalement, je pars en Inde faire ma formation et elle m'a rejoint en Inde aussi. Par le fait des hasards, elle a trouvé un travail à Rishikesh et moi, je faisais ma formation à Rishikesh. Donc, j'ai fait une formation de 1 mois que je n'ai pas du tout aimée. Les 200 heures, pour moi, c'était une usine à fric, quoi. On était nombreux, on était 70 personnes. Par rapport à mon niveau, j'ai rien appris. Donc, frustrée, je me suis dit, bon, je vais faire les 500 heures. En fait, au yoga... Ah, tu peux faire 200, voilà. tu peux faire un step supplémentaire 200, c'est pour donner des cours. Et 300 heures de plus, donc 500 heures de plus. Si après, au bout de quelques années de pratique, tu peux devenir formateur en prof de yoga. Ah oui, d'accord. Moi, ce n'était pas le but. C'était surtout pour apprendre plus, puisque les 300 heures, il y avait beaucoup moins de monde, c'était beaucoup plus cher, il fallait rester plus longtemps. Donc, on est passé de 70 à 10 personnes. Donc là, les 300 heures, c'était super. Suite à la formation, tu reviens dans ton hôtel? Oui, après quelques mois. Je reviens dans mon projet. Mais entre-temps, alors l'Indonésie, tout est permis. Et juste à côté de l'endroit où je veux vraiment créer le centre, il y a un restaurant qui était déjà ouvert et qui a commencé à faire venir des groupes le soir jusqu'à donc du minuit. Bruit. L'environnement, il n'était pas propice à ton projet. Voilà. Et comme rien n'est fermé, je me suis dit, bon, ben, ça va tomber à l'eau, quoi. Et évidemment, je te passe les détails. J'ai essayé de chercher pas mal d'endroits, mais il y a toujours... on n'est jamais sûr de rien. Et je me disais, bon, ben... c'est risqué. Voilà, c'est risqué, je ne suis pas sûre. J'ai cherché bien sûr des partenaires, voir comment on pouvait faire. Et au bout de quelques mois, j'ai dit, bon, c'est plus pour moi. Donc... C'est comme ça que tu reviens sur ton territoire de naissance? Disons oui, j'étais dans ma petite maison à Ubud et un jour, je vois une annonce, j'étais sur Facebook pour une formation d'hypnose. Et en fait, je faisais de l'hypnose et des méditations guidées avec Olivier Locker, un centre qui fait des formations sur Paris. Et je l'écoutais depuis des années. Et je regarde sa formation, c'était 5 000 €. Je trouvais ça horriblement cher. J'ai dit, bon, c'est pas possible. En plus, il faut que je sois à Paris. Et finalement, à ce moment-là, au moment où j'éteins l'ordinateur, je vois une petite fenêtre et ils mettent « Cherche traducteur espagnol. Français-espagnol pour un bouquin sur l'hypnose ou la thérapie ». Et moi, comme j'avais une formation d'espagnol, j'ai postulé. Je suis partie à Paris faire ma formation un été. Attends, là, alors, tu peux en chronologie, on est quand là? On est en quelle année? On est en 2015 à peu près. Et donc, en venant sur Paris, je me suis dit, peut-être que je reviendrai en France. Attends, t'es passé de ces endroits paradisiaques à Paris? Oui, mais que pour un mois, que pour la formation. D'accord. Et puis, on m'avait prêté un super appartement, etc. Donc, j'ai fait la formation. Je suis venue voir ma famille à la campagne. Et comme j'avais fait aussi une formation de permaculture, je me disais, pourquoi je ne rentrerais pas en France? J'aime bien les plantes médicinales, le jardin, la campagne. Et j'ai vu aussi un reportage Déraciner des ailes sur tu peux nous en parler de Frugy, le fameux reportage de Saint-Pierre-de-Frugy. Voilà. Et je me suis dit, mais je connais cet endroit. Et en fait, j'ai un frère qui habite. Je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, cherche-moi un terrain. Si tu me trouves un terrain, je reviens habiter dans les coins. Donc, il ne m'a pas cru, il ne m'a pas cherché de terrain. Cette dimension écologique, elle se construit aussi au fil des années quand tu étais là-bas? Oui, ou est-ce que tu l'avais déjà en partant d'ici? Alors, certainement que je l'avais, mais je ne me rendais pas compte, puisque avec mes parents, ma mère a toujours fait, pas un très grand, mais toujours un petit jardin avec des animaux, toujours habité plus ou moins à la campagne. Et puis, je traînais toujours à la campagne, donc c'était vraiment... ça fait partie du mode de vie de la campagne, finalement. Voilà, c'est quand on te l'enlève que tu te rends compte qu'il te manque et que tu deviens écologique, quoi. Mais c'est vrai qu'avec la formation que j'ai faite en Indonésie sur la permaculture,
quand je suis revenue ici, je me suis rendu compte que c'était important de commencer à s'y intéresser et que je me souviendrai toujours la phrase qu'a dit le formateur. L'eau, c'est de l'or. Donc, c'est comme ça que je me suis dit dans ma vie, si je veux être, pas heureuse, mais si je veux souffrir le moins possible, il faut que je me reconnecte à la nature, que j'ai un jardin, que j'ai l'eau, que je sois le plus autonome possible, quoi. Voilà. Est-ce que tu sentais aussi que c'était le moment de repasser en France ou... Oui, oui. Est-ce qu'elle te manquait, la France? Pas vraiment, c'est pas ça. Mais C'est quoi, alors? que, en fait, même s'il y a pas mal de choses qui sont compliquées en France, c'est nos codes, on les connaît. Et le problème, quand on habite à l'étranger, surtout dans des pays comme Bali, comme l'Indonésie, c'est que c'est très très dur d'avoir des papiers. Il faut sortir tous les 6 mois du territoire. On ne peut pas travailler. Même les locations, on n'est jamais dans la légalité, en fait, à 100%. Et ça, c'est... Est-ce que tu crois que c'est pas la même chose pour ceux qui arrivent ici sur le territoire? C'est long aussi pour eux d'avoir les papiers, etc. etc. Bien non sûr, bien Toi, sûr. Tu vois, quand tu me dis ça, je... Oui, c'est exact. Oui, même c'est peut-être certainement plus compliqué en France pour un étranger. Mais moi, c'était plus simple en France parce que je suis Bien française, sûr. tout simplement. Ok. Et que c'est pas forcément plus simple, mais c'est qu'on connaît les codes et qu'on... Ta culture. Voilà, c'est ma culture et en Indonésie aussi, ça peut être compliqué. Et voilà, c'est différent, quoi. Tu reviens, tu t'installes où? Est-ce que c'est c'est ici le premier projet? Oui, mais je m'installe chez mon frère à Saint-Pierre-de-Frugy et je commence à chercher des terrains et à me reconnecter un petit peu avec l'hiver parce que j'avais pas connu d'hiver Ah ouais. depuis pas mal d'années. Et Et alors j'ai aimé en fait. Parce que Les changements de saison, peut-être, de voir des changements de saison. C'est vrai que quand on est tout le temps à Bali, on a tout le temps chaud, quoi. Donc de rentrer, d'avoir un peu froid, de plus sentir l'humidité, ça fait du bien aussi. Oui, j'ai bien aimé le premier hiver en fait passé ici. En plus, j'avais pas d'obligation professionnelle, donc j'allais dehors que quand ça me chantait. Donc Le reste du temps, tu passais voilà. ton temps au coin du feu. Oui. Et à chercher donc ce fameux terrain que j'ai trouvé au bout de quelques mois. Donc là, on arrive finalement à ton projet, celui qui est ici. Alors oui, ça c'est ma grosse récompense et ma grosse surprise, puisqu'en fait, quand je suis arrivée dans ce projet, je pensais me lancer dans peut-être commercialiser des plantes médicinales, des tisanes. J'étais plutôt branchée par ma culture. Je pensais pas venir à la campagne pour le yoga. Je pense que si mon projet il avait été dans le yoga, je me serais rapprochée d'une grande ville. Ah ouais. Que jamais j'aurais pensé que ça puisse intéresser le yoga. Là, on est quand même. Ça veut dire que le yoga et la campagne, c'est pas conciliable? C'est pas ça, c'est que j'y pensais pas, quoi. Moi, le yoga, mon projet, il était en Indonésie. Et après, le yoga, ça restait une affaire personnelle, quoi. Une partie de moi qui me quittera jamais, c'est sûr. Mais je pensais pas du tout pratiquer le yoga ici. Donc, j'ai commencé à faire mon jardin toute seule. D'ailleurs, les voisins rigolaient un petit peu quand même. Et puis petit à petit, j'ai investi mon terrain. Et un jour, donc j'avais un petit mobil-home que j'avais loué en attendant de construire ma maison. Et un jour, j'ai... T'étais en train de faire chien tête en bas sur la terrasse. Voilà, presque. On vient frapper à ma porte et c'est une jeune fille qui s'appelle Élodie, qui habite à Saint-Priest-les-Fougères et qui me dit « Oui, on m'a dit que tu étais prof de yoga. Est-ce que ça te dirait de donner des cours ?» Ah d'accord, on est venu te chercher. Voilà. Et j'étais là, où? Puisque je ne pensais pas donner des cours dans les mairies ou des choses comme ça. Ça se faisait pratiquement pas à l'époque. Ouais. Et j'ai dit, écoute, ouais, pourquoi pas. Et puis j'ai commencé donc dans une petite mairie que le maire m'a proposé gratuitement, très Dans gentiment. une petite salle. Voilà, dans une petite salle. Et ça a commencé comme ça. Et au départ, il n'y avait que des femmes. Mais voilà, je suis tellement allée loin, moi, dans les traditions du yoga que
ça me nourrissait pas c'était peut-être un peu réducteur. Voilà. C'est pour ça que je voudrais que tu nous donnes la définition de ce que c'est que le yoga. Voilà. Parce que je pense que ça n'est pas qu'une pratique sportive, c'est on t'écoute. Comme je l'ai appris, le yoga, c'est une philosophie de vie, quoi. Voilà, ça t'habite 24 heures sur 24. Comment dire ? En fait, le yoga, c'est pas que le physique et les postures. J'allais même dire que les asanas, normalement, les asanas, c'est les postures. C'est au bout de quelques années, quand on a vraiment pratiqué le yoga, c'est 5%, quoi. On fait pratiquement plus de postures. La posture, c'est quoi ? C'est le yoga, c'est retrouver en fait sa vraie nature. C'est-à-dire qu'au début, quand on commence le yoga, on a mal au dos, on ne peut pas rester assis en tailleur, on ne peut pas s'asseoir sur les chevilles. Mais pourquoi ? C'est parce qu'on a perdu notre vraie nature. Si on était connecté à la nature comme il y a quelques siècles, on n'aurait pas ce problème. Donc, le yoga, c'est beaucoup de méditation. Ça veut dire quoi d'être connecté à la nature, Rosa ? Alors, connecté à la nature, c'est-à-dire que si on habite en ville, qu'est-ce qu'on fait ? On se lève d'une chaise, on va dans un lit, dans un canapé, dans sa voiture, on va dans sa cuisine, on est debout. En fait, on fait toujours les mêmes mouvements et on perd beaucoup, beaucoup de mobilité qu'on aurait si on est, quand on est à la campagne et qu'on a un jardin, par exemple, on va aller cueillir les cerises, donc on étire les bras vers le ciel, on fait des torsions, des choses qu'on retrouve dans le yoga quand on reprend des cours, que normalement on a dans notre vraie nature, quoi. On est des cueilleurs au départ, donc voilà, on perd un petit peu notre mobilité. Le yoga, quand on commence et qu'on fait des asanas, c'est pour retrouver cette mobilité, cette stabilité du corps et de l'esprit, et pour après partir en méditation. Le yoga, c'est 80% de méditation au départ. C'est se nettoyer l'âme, quelque part. Et quand tu dis philosophie de vie, qu'est-ce que ça peut impliquer d'autre dans toi, dans ton quotidien ? Est-ce que tu peux donner des exemples plus concrets ? En fait, quand je parlais avec mon amie et prof de yoga à nous, les premières phrases, je pense qu'elle ait pu me dire, c'est tu es ce que tu manges. Donc voilà, ça en dit long. Donc évidemment, si tu veux être en forme physiquement et mentalement, il faut donner le bon carburant à ton corps, quoi. Donc ça implique l'alimentation, le sommeil, tes relations à l'autre, comment le respect, encore une fois, à la nature. Voilà, ça englobe toute une vie, quoi. Je pense que si on veut vraiment appliquer le yoga, c'est toute la journée qu'on a en nous, quoi. Est-ce que c'est clair ? Non, si. Elle me regarde avec un œil, je vais pas dire lubrique, mais non, mais si, c'est clair. Ça peut se comprendre ce qui est devenu le yoga en Europe, parce qu'au départ, quand les premiers gourous swamis sont allés aux États-Unis, ça a commencé aux États-Unis. Ils ont voulu. On est en quelle année là ? Dans les années 60 ? 70 ? Ouais, même avant peut-être. Ouais, 50 peut-être. Ouais, aux États-Unis, ça fait quand même un bon petit moment. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Les profs, du moins les gourous, sont arrivés aux États-Unis. Et ils se sont rendus compte, au départ, le yoga, c'est de la méditation. On est assis et on se pose, quoi. Ils se sont rendus compte que les personnes ne pouvaient pas rester, qu'elles souffraient. Donc, il fallait détourner un peu la pratique. Voilà, il a fallu plus la rendre accessible. Voilà. Et donc, pour qu'ils puissent rester assis et pouvoir profiter des bienfaits de la méditation, ils se sont mis à développer les asanas. Et évidemment, ça a un peu changé, modifié. Voilà, ça a modifié. Puis le yoga, au niveau des asanas, si on le fait quand même à un bon niveau, on se sent fort, on se sent surhumain et ça travaille un petit peu sur l'ego aussi. Donc, c'est ce qui a développé aussi des studios plus sur le physique que sur le mental. Ouais. Quoi. Comme je dis toujours, un yoga mal fait est un yoga qui fait mal. Et ce n'est pas c'est pas toi qui t'adaptes au yoga, mais le yoga qui s'adapte à toi. C'est vrai, elle le dit tous les mardis soirs, en me regardant. Est-ce que c'est bon pour toi sur la définition du yoga et cette philosophie de vie, ou tu as envie de rajouter quelque chose ? On pourrait en parler. On pourrait faire un podcast uniquement sur le yoga. Mais juste, voilà, si je dois donner un message à quelqu'un qui veut commencer le yoga, quand il arrive à un cours, qu'il essaye de voir si
Voilà, le prof ne doit jamais pousser et doit toujours être bienveillant avec l'élève et D'accord. corriger. S'il n'y a pas ces 3 éléments, ça peut être dangereux. Et demain, tu veux développer cette activité ? Oui, je vais... Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu as comme nouveau projet, Rosa ? Alors, c'est pas le nouveau, c'est la continuité, puisque D'accord. j'ai commencé par donner des cours de yoga et ça a bien marché de plus en plus. Oui, tout à l'heure... Oui, parce qu'il y a cette nana qui est venue te chercher, tu es allée donner les Voilà. cours de yoga dans les communes. Et après, comment tu transites ici ? Alors, donc, quand je faisais les cours de yoga dans les salles, il fallait que je me déplace, que j'aille chercher les clés, pas les clés. Et puis, c'était des endroits impersonnels par rapport au yoga, quoi. Pour le yoga, en fait, quand on arrive chez moi, maintenant, si on a un studio de yoga vraiment spécifique, les personnes, et je pense que tu me valideras, quand on rentre dans la salle, on sent l'encens, on voit l'endroit, les tapis. C'est une salle que pour le yoga. Oui. Et donc, c'est un ancrage pour vous. Oui. Dès que vous rentrez, tac, vous mettez en mode Oui. je viens pour me faire du bien, me reposer. Une petite parenthèse dans sa vie, parfois plus ou moins dingue, quoi. Donc, D'ailleurs, je baille à chaque fois que je viens chez toi. C'est vrai, Voilà. je baille, je lâche tout. Et c'est pour ça que, en fait, au départ, je devais faire une petite maison et vivre peut-être d'agriculture. Et puis finalement, comme le yoga a beaucoup plu et que ça me plaît beaucoup d'enseigner, ce que je ne pensais pas, en fait, au départ. Donc, j'ai décidé de créer un lieu de vie pour le yoga. Et tout doucement, on va commencer à faire des retraites. J'en ai déjà fait quelques-unes. Ouais. Ça veut dire quoi, retraite ? Alors, de des yoga ? retraites, c'est comme son nom l'indique, se retirer un petit peu de sa vie et venir quelques jours ou quelques heures ou quelques semaines dans mon lieu pour se donner du temps pour soi, pour réfléchir ou Se remettre en forme ? Voilà, se remettre en forme ou changer peut-être son alimentation ou apprendre des choses de bien-être, la méditation, faire des massages, un lieu de vie, quoi. Ça veut dire que dans ces retraites, il n'y a pas qu'une pratique de yoga, ça veut dire que ça va Non, plus loin, ouais. ça veut dire que effectivement tu peux te faire masser. Et tu as parlé de cuisine, ça veut dire quoi ? Alors, bien sûr, puisque si on veut être en forme, bien sûr, l'alimentation est importante. Donc, moi, j'ai pris le parti de faire mon jardin pour manger mes propres légumes. J'espère un jour être autonome. Je le suis de plus en plus. Mais, Quasiment, non ? Quasiment, parce que ici, on arrive à trouver des bons produits, Ouais. c'est sûr. Mais moi, j'aime l'idée de, quand je veux une carotte, je vais la chercher dans mon jardin et un quart d'heure après, elle est dans mon assiette, quoi. Donc, et mieux on nourrit son corps et mieux on est dans son corps et dans son esprit, quoi. Tu manges cru, Rosa ? Pas 100%, mais j'essaye d'être entre l'hiver, je suis à 50% et l'été, je peux être à 90% cru. Ça a plein d'avantages parce que déjà, les vitamines, il y en a beaucoup plus, on gagne du temps et ça nous... même pour mâcher, quand on mâche cru, on mâche plus, on prend plus conscience et on mange beaucoup moins. Ouais, parce que la mastication... Voilà, la mastication. Et si on mange des légumes crus, crois-moi qu'on ne peut pas en manger 2 kilos. Le cru est... Pour moi, il est très important. Pour toi, il est bon. Donc, si on reprend sur la retraite yoga, ça veut dire que tu vas... Enfin, tu as déjà commencé à le faire. Accueillir des hommes, des femmes, ici sur le lieu. Oui, puis je ne veux pas partir sur des retraites comme tout le monde, en fait. C'est quoi des retraites comme tout le monde ? Alors, c'est qu'on part sur 3 jours, 5 jours, 7 jours, 10 jours. C'est un prix souvent assez conséquent. Et c'est un emploi du temps pour tout le monde et la même chose. Et moi, j'aimerais bien faire, je dis toujours, de faire un petit... à la carte, quoi. C'est-à-dire que si toi, tu as envie de venir que 2 jours, tu viens que 2 jours. Si tu veux faire du yoga le matin, tu fais du yoga le matin. Si tu veux un massage, tu prends un massage. Si tu veux pas faire de yoga et te reposer dans le jardin, tu te reposes dans le jardin. Si tu veux pas parler, tu parles pas. Si tu veux manger cru, tu manges cru. Un peu à la carte, quoi. Puisqu'on en est... je pense qu'on est
pas tous au même niveau et le fait d'être plus à l'écoute de la personne et de faire quelque chose à la carte, c'est plus adapté, quoi. Plus personnalisé et moins colonie de vacances, on fait tous la même chose en même temps. Et en même temps, c'est ce que moi j'aurais recherché quand j'ai fait des retraites ou j'ai fait des stages, qu'il y ait 15 personnes qui fassent la même chose au même moment. Et je sais pas, je trouve que quelque chose à la carte, c'est bien. Puis en plus, ça dépend aussi des budgets, quoi, parce que c'est vrai que tout le monde ne peut pas mettre 1 500 ou 2 000 euros sur une retraite de 7 jours. Donc ça peut être, si c'est quelques jours avec moins d'activité, ce sera moins cher et ça peut être accessible à plus de personnes. Tiens, c'est bien là ce que tu dis, parce qu'effectivement, il y a aussi cette notion, tu vois, de yoga un peu, alors je vais pas dire comme l'équitation ou le tennis ou le golf, mais il y a un tout petit peu quand même une connotation, tu vois, de certains, comment dirais-je, de luxe, de luxe, de budget, de sport un peu élitiste ou instagrammable. Toi, tu l'envisages pas de cette manière, on est bien d'accord? Pas du tout. Ouais, tu peux me parler un peu de ça? Eh bien, disons que oui, moi je veux pas faire. Sinon, je me serais peut-être lancée dans des retraites à Ibiza avec mon frère, dans un endroit paradisiaque à 3 000 euros les 10 jours. Et c'est très bien en bord de mer, dans une super villa. Moi, j'ai envie de. Justement, ici, j'essaye de retourner à une vie beaucoup plus simple. D'ailleurs, je vais te parler de la décroissance joyeuse et heureuse. Eh bien, tu vas le faire juste après, si tu veux. Vas-y. Donc, ça fait aussi partie du yoga, le détachement, d'essayer de prendre de la distance avec plein de choses et de moins consommer, parce que déjà, c'est moins compliqué. Si on habite à la campagne et qu'on consomme moins, on est moins frustré. Parfois, on dit qu'on a qu'on est loin de tout quand on est à la campagne, mais finalement, moi, ça m'a beaucoup aidé à me séparer de plein de choses superficielles, comme aller chez le coiffeur très régulièrement, chez la pédicure, m'acheter des vêtements. Dès qu'une saison change, on veut acheter plein de vêtements, plein de choses, plein de consommations. Et comme je suis loin de tout, j'ai beaucoup moins de tentations et donc ça fait une décroissance aussi heureuse parce qu'on arrive à trouver des substituts, quoi. C'est-à-dire que je vais moins chez le coiffeur, je fais moins attention à mes vêtements, mais je me retrouve dans des endroits plus naturels. Je peux aller faire des randonnées, des choses qui nous compensent, quoi. On perd quelque chose, mais on s'allège en même temps et on trouve quelque chose qui est parfois bien mieux. Plus riche. Plus riche, voilà. Et ça, par rapport au yoga, la philosophie que toi tu appliques dans le yoga, c'est aussi de rendre le yoga accessible à tous et à toutes. Oui, bien sûr. Et le yoga qui fait que tu te sens de mieux en mieux dans ton corps, dans ton esprit, que tu t'acceptes plus, tu simplifies ta vie et c'est bénéfique, quoi. Quand tu as démarré le yoga ici il y a quelques années, en ruralité, comment c'était perçu? Est-ce que c'est pas perçu comme un truc, au départ, c'était pas perçu comme un truc de bobo, je sais pas, urbain, un bobo parisien, ou j'en sais rien, enfin tu vois, quelque chose d'élitiste, ou mais qu'est-ce qu'elle vient faire avec son yoga, celle-ci? Comment c'était perçu et comment c'est perçu aujourd'hui? Au début, ils se sont dit, le yoga c'est bizarre, c'est pas pour moi, c'est trop spirituel, c'est tous les clichés, a priori, qu'on a. Et puis, finalement, je ne sais pas comment on en est venu que finalement, les personnes qui viennent au yoga, c'est peut-être pour 80%, j'aurais jamais pensé qu'elles fassent du yoga un jour et qu'elles s'y tiennent, quoi. Au début, je pensais que ce serait plutôt les gens qui sont dans la permaculture ou des musiciens ou des gens un petit peu artistes, un peu avec un pas de côté, quoi. Voilà. Et je pense que j'ai peut-être 5-10% de ces personnes-là et tout le reste, ça peut être des maçons, des charpentiers, des instits, des infirmières, des médecins aussi. Vrai. Vraiment de tout milieu, quoi. On va attaquer la partie vivre en ruralité. Vivre à la campagne, pour moi, c'est ça la vraie vie, quoi, tout simplement. C'est vivre en ville qui me semble plus anachronique et bizarre, quoi.
comment dire, est difficile. Difficile de vivre en ville, quoi. Hier, tu m'as dit effectivement tous les gens en ville là, qui marchent dans des rues entourées de béton, tout ce qui est minéral, c'est ça? Tu veux dire quelque chose là-dessus? En fait, quand on habite en ville, je parle bien sûr des grandes villes et parfois quand on habite en ville, on vit dans du béton, le sol c'est du plastique, on se met dans des boîtes en ferraille, des ascenseurs, la voiture c'est en ferraille, les routes. En fait, on passe une journée et on n'a rien de naturel dans notre quotidien, quoi. On ne peut pas être heureux comme ça. On l'accepte, certainement qu'il y a des personnes qui trouvent des substituts, comme aller au cinéma, aller manger au resto, faire des musées. On est d'accord, ça peut être sympa, mais je pense que être trop déconnecté de la nature, c'est... Moi, je pense que c'est fatigant de vivre en ville. Voilà. Fatigant. C'est usant. Et puis d'être toujours avec quelqu'un. Je crois qu'on est vraiment soi quand on est seul. Donc si on n'est jamais seul, même dans un immeuble, on a des voisins dessous, dessus, à côté. Mais en même temps, il y a une certaine solitude des fois pour les gens en ville, tu vois. En plus, oui. Ouais. Oui, on n'est pas seul, mais on peut vivre une solitude. Seul et solitude, c'est pas pareil, du moins. Oui, c'est ça. Être seul, ça fait du bien. La solitude, on peut en souffrir. Donc on peut être... oui, c'est très juste ce que tu dis. Voilà, il y a beaucoup de solitude en ville, c'est sûr. Vivre en ruralité, donc tu dis que c'est ce qui devrait être la vraie vie. Pour moi, c'est normal, voilà. Oui, exact. Tu sais que j'ai pour mission de balayer un peu tout ce qui est cliché, préjugés que les gens aiment donner à la ruralité. Parce que moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu quand j'ai décidé de venir vivre ici. Enfin, voilà, j'ai eu des réflexions qui n'étaient pas toujours sympas, je trouvais. Toi, tu t'en penses quoi? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'idées reçues sur la vie à la campagne? Est-ce que tu penses qu'il y en a encore? Et si c'est le cas, je veux bien t'entendre sur le sujet. Alors, je trouve que quand même, depuis le Covid, il y a eu un retournement de situation quand même. Ouais. Parce qu'avant, je me souviens, moi, comme j'ai voyagé pas mal, j'ai rencontré des personnes du monde entier. Et quand j'étais sur mon île, j'ai rencontré des Parisiens, des New-Yorkais, de tout. Et en fait, quand je leur ai dit, puisqu'on se contacte encore sur Facebook, quand j'aurais dit que je venais habiter à la campagne, dans le Périgord vert et tout, j'ai eu des réflexions du style, mais qu'est-ce que tu vas t'isoler? Ou par exemple, si quelqu'un vient me voir à la campagne, il va rester 2-3 jours et en partant, il va dire je retourne à la vraie vie. Donc, comment te dire que pour moi, la vraie vie, c'est pas tellement Paris et les immeubles et tout ça. Et en fait, on confond la modernité et toute l'évolution avec la vraie vie, quoi. Donc, il y a ce préjugé qu'à la campagne, on s'ennuie parce qu'il n'y a pas de resto, parce qu'il n'y a pas de club, de musée, comme je disais tout à l'heure. Ce qui n'est pas tout à fait juste, parce qu'il y a quand même des restos, il y a quand même des musées, il y a quand même des choses à faire. Mais c'est vrai que juste avant le Covid, les 10 dernières années avant le Covid, c'était quand même la campagne, c'était bien désertique. Il fallait être vraiment, vraiment se connaître et avoir plein de choses... de ressources en soi pour accepter de vivre à la campagne. Et donc là, après le Covid, tu trouves que ça a vachement changé? Eh bien oui, puisque les gens se sont rendus compte que si le système s'effondre, le système mondial, l'évolution... la consommation, tous ces trucs-là, si demain il n'y a plus Internet, il n'y a plus de téléphone, on ne peut plus sortir, il n'y a plus de commerce, en ville on est mort, quoi. Ouais. On est mort et puis on ne pourra même plus manger, quoi. Et alors qu'à la campagne, j'ai l'impression que tu décris un film américain, un blockbuster. Oui, mais il y en a déjà eu des films, ouais, c'est vrai. Oui. Et en fait, moi j'ai vécu le Covid ici. Je ne veux pas dire ça a apporté peut-être beaucoup de problèmes, mais pour moi, je l'ai super bien vécu. Il m'a posé aucun problème, à part quand il a fallu que j'arrête mes cours de yoga et que c'était un petit peu compliqué. On a vécu différemment et c'était... on croisait nos voisins. En fait, si on avait coupé nos radios et nos télévisions, on n'aurait pas su qu'il y avait le Covid. Ouais, en fait. Tout à fait. Et en ville, je pense que ça n'aurait pas été possible, tout ça, quoi. Donc, du coup, les citadins se sont un peu plus intéressés
aux venir campagnes, vivre quoi. ici, ouais. Oui. Donc ça a Il y eu changé des un petit vrais peu la grille de changements. lecture. Ouais. Donc ça a quand même un peu bouilli, non. Ça a un peu quand même réduit les idées reçues sur la vie à la campagne, tu penses? Oui, puis ça a fait prendre conscience sur plein de choses, quoi, sur que à la campagne, s'il y a un vrai problème, on peut toujours plus s'en sortir qu'en ville, quoi. C'est moins superficiel, quoi. Moi, j'avais mon jardin, j'aurais pu avoir des animaux si je mangeais de la viande, et on peut s'échanger des choses entre voisins, s'entraider, covoiturer, des choses qui plus de solidarité, quoi. Ouais. À la campagne, c'est sûr. J'allais justement te demander qu'est-ce qui est selon toi la chose la plus sympathique de vivre à la campagne? Ben justement, oui, cette solidarité. Moi, quand je suis arrivée ici, je connaissais pas trop mes voisins, mais ils avaient connu mes parents ou des choses comme ça. Mais en fait, naturellement, ils me voyaient au jardin et naturellement, ils s'arrêtaient les uns après les autres. Tu as besoin de quelque chose? Est-ce que tu as besoin du tracteur pour ça? Ou je peux te dépanner en ça? Ou parfois, même les premières années, même encore, je peux arriver sur ma terrasse et voir des cèpes sur la table ou des carottes ou des choses. Alors que c'est des personnes que je fréquente pas vraiment, c'est juste mes voisins et on boit un petit café de temps en temps, mais ils ont des cèpes en trop, ben, ils les posent sur la table. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est dû à la campagne, quoi. Le partage, la solidarité et l'entraide, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a un bon moment pour changer de... Là, je reparle plutôt de la vie, changement de vie, changement de territoire. Est-ce que selon toi, il y a un bon moment dans la vie d'une femme pour changer de vie? Non, moi je pense que ça peut être à n'importe quel âge et Oui, quand je pense à ta vie, oui. ouais, voilà. Finalement, toi... Il y a eu plein de Ouais. changements. Mais oui. Non, ça peut être à n'importe quel âge et faut juste à un moment donné, si on se pose la question, c'est que c'est le bon moment à mon avis. Sinon, si tout va bien dans sa vie ou qu'on est à peu près calé par rapport à sa vie, on ne décide pas de changer. Donc ça peut être après un divorce, après un deuil, après une séparation ou quand les enfants sont grands et qu'ils partent de la maison, ou ça peut être à 18 ans. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle Il n'y a pas d'âge. pour toi? Ça peut être à n'importe quel moment. Ben, on l'a bien compris avec toi. Le fait d'être revenu vivre en ruralité et d'avoir aussi finalement, alors je ne vais pas dire réaliser un rêve parce que tout s'est mis un petit peu sur ta route, sur ton chemin au fil du temps. Qu'est-ce que ça a changé en toi en tant que femme? En fait, ce qui est dans mes projets, vu que ça va, là on le raconte vite, donc on dirait que c'est très mouvementé, mais en fait ça prend des années tout ça. Ici, ça m'a pris presque 7 ans, donc je me rends pas tellement compte quand les personnes arrivent chez moi qui me disent « Oh là là, et t'as fait tout ça toute seule ?» Bon, je l'ai pas fait toute seule déjà, ma famille m'a beaucoup aidée et beaucoup d'amis aussi. Mais comme on fait un petit peu chaque jour, on le voit pas, quoi, en fait. C'est pas comme quelqu'un qui vient tous les 3 ans et qui voit le truc, quoi. Donc, on change tout doucement, mais c'est pas changer, c'est évoluer. Voilà, on évolue par rapport à notre vie, notre âge, le temps qui passe, ce qu'on fait, les rencontres et c'était pas un rêve, puisque encore une fois, moi je suis mon instinct. C'est-à-dire que si demain on me fait une proposition super, c'est pas garanti que je la suive pas, quoi. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai quand même, sur une échelle de 10, je suis à 7-8, quoi. Donc c'est pas mal quand même. Je suis vraiment pas mal ici, quoi. Sur une échelle de quoi? Du bonheur, d'être heureuse? Ouais, sur 10 de Satisfaction. Voilà, de satisfaction, oui, on peut dire que je suis à 7-8, ce qui est déjà pas mal, hein, quand même. Tu viens de dire un truc qui peut faire une transition. Je pensais la poser un peu plus tard, mais on va la faire. Est-ce que tu as finalement cette décision d'être ici? J'ai l'impression qu'elle n'est pas définitive. Tu viens d'y répondre un peu. Est-ce que tu te vois repartir un jour? Il y a des jours oui, et des jours non. Des jours où ça va pas, où j'ai des problèmes un peu techniques, je dis si quelqu'un passe, je vends dans la minute qui suit. Et après, je réfléchis, je me dis mais où est-ce que je peux être mieux qu'ici? Évidemment qu'il y a des endroits mieux, mais par rapport à ma situation, par rapport à mes finances, par rapport à ce que j'aime et tout. Mais oui, demain je peux être ailleurs, comme je peux rester ici.
je ne suis pas sûre de moi. Est-ce que tu peux me dire ce dont tu es la plus heureuse ou la plus fière aujourd'hui? Alors fière, non, parce que je suis fière de rien. J'ai pas de mérite, j'ai les compétences que j'ai. Donc, par contre, La plus heureuse alors? la plus heureuse, je suis heureuse que mon jardin commence à ressembler à un jardin. Évidemment, tout à l'heure, tu parlais de la construction de la maison, de la salle de yoga, de tout ça. Ma prochaine étape, c'est de faire un lieu de vie de mon jardin, quoi. En fait, on peut très bien faire des tonnelles naturels, des endroits où on peut se poser dans le jardin. Je veux des petits bancs en bois tout simple un peu partout. Plein de lieux de vie dans mon jardin, quoi. Donc ça, c'est la la prochaine suite. habitation, c'est le jardin. Voilà, on crée la vie avec les fruits, les légumes. C'est ce qui me rend le plus heureuse, ça c'est sûr. C'est sûr. Si demain je devais changer ma maison contre une toute petite maison, si j'arrête le yoga, ça me pose aucun problème. Mais le jardin, voilà, faut qu'il soit magnifique. Est-ce que tu as des femmes en tête, une femme ou d'autres femmes qui pourraient prendre la place à ce micro? Alors, je pensais à Nadia, même Ouais. si elle est un petit peu... Timide? Pas timide, mais réservée plutôt que timide. Alors pourquoi Donc, Nadia? Nadia, parce qu'elle vient de Versailles. Elle était dans le social pendant quelques années et elle est partie, je crois, d'abord en Bretagne et après à la campagne, donc ici dans le Périgord vert, pour faire des ateliers de théâtre, pour tout âge, je crois d'ailleurs. Je crois qu'elle fait même elle voulait faire un petit conte berbère, elle est en projet, donc... et puis elle aime tout ce côté associatif, la campagne, la ruralité, donc je la verrai bien à ce micro si elle est d'accord. Est-ce que par rapport à tout ce que tu nous as... On a parlé de yoga, on a parlé de voyage, on a parlé de yoga, on a parlé de sobriété heureuse, on a parlé de permaculture. Est-ce qu'il y a des ouvrages, des films, des bouquins, toi qui t'ont marqué et que tu voudrais partager? Alors, je pensais à le film Demain, Ouais. parce qu'il y en a qui l'ont toujours pas vu. Maintenant, ça pourrait paraître un petit peu démodé pour les gens un petit peu initiés, mais moi, je l'ai vu, ça doit bien faire 10-12 ans maintenant. Ouais, hein. oui, carrément. Et j'ai adoré ce film parce qu'en fait, il n'était pas moraliste. Il donnait plein d'alternatives. Il est joyeux. Il donne envie d'aller vers l'écologie et la décroissance sans que ce soit, affolant. Ouais, ou une injonction Ou une aussi. injonction, oui, voilà. Et après, il y a, pour le yoga, il y aurait le yoga pour les nuls, parce que c'est toujours très très bien écrit, c'est toujours par des très grands professionnels, donc Merci bien. voilà. Qu'est-ce que tu as gagné en revenant sur le territoire? Qu'est-ce que j'ai gagné en Ouais. revenant? En revenant ici sur tes terres. Eh ben, un espace super grand, donc qui me donne de la liberté, puisque j'ai quand même 3,5 hectares. Je pense que j'aurais pas pu avoir un si grand terrain n'importe où, donc j'ai gagné en liberté, quoi. Et grâce à ce grand terrain, je peux prêter mon terrain à mes voisins pour avoir des jolis chevaux devant Ouais, c'est chez clair. moi, une vache, des mares, les grenouilles, des biches qui traversent, des chevreuils, des sangliers. Avoir un microcosme, un petit monde autour de moi, quoi, qui me fait vivre et me sentir bien. Si demain, il y avait un de tes proches, ton environnement, ta famille, enfin peu importe, qui souhaitait changer de vie, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Fonce. Fonce Marcel, fonce. Voilà, fonce, mais pas trop vite, parce que c'est vrai que moi, au départ, j'avais un projet, et puis je suis allée carrément à l'opposé. C'est grâce en fait à ces chers banquiers qui n'ont pas voulu me prêter d'argent. Donc du coup, il a fallu que j'aille doucement et grâce à eux, j'ai trouvé plein d'astuces. J'ai changé mes projets. J'ai essayé de récupérer plus, de m'organiser pour dépenser moins et au final, ça m'a fait faire une décroissance super positive, quoi.
et ne pas avoir un très gros crédit tous les mois. Donc c'était merci les banquiers. Donc tu dis merci au banquier et Voilà. à celui qui veut changer de vie, tu lui dis fonce, mais Voilà. pas trop vite. Voilà, fonce, mais pas trop vite. Fonce, mais avec un pied Oui. sur le frein. Oui, voilà. Bon. Parce qu'en fait, si on va plus doucement, on voit tout, quoi. C'est comme faire Un voyage en avion, en voiture, en vélo, à En pied. train. Il sera différent. Ou en train. C'est beau On voit ce pas que les tu mêmes dis, choses. Rosa. Eh ben oui. S'il y avait un message que tu souhaitais passer sur le nouveau visage de la ruralité, qu'est-ce que tu aurais envie de dire ? On va dire ruralité égale liberté. C'est pas mal. Voilà, si tes amis, ta famille, ton entourage, enfin, les gens qui te connaissent très bien depuis longtemps, ils étaient avec nous là autour de la table et qui nous avaient écoutés. Qu'est-ce qu'ils auraient envie de te dire, à ton avis ? Je pense qu'il me dirait, continue à te faire confiance et laisse ton instinct te guider. Jusqu'à présent, ça le fait. Ça marche. Est-ce que tu as un mot pour la fin, une phrase pour la fin, Rosa ? Donc, un mot pour la fin, c'est plutôt une phrase. Alors, au départ, je disais toujours, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse. Mais maintenant, je vais plutôt dire, fais aux autres ce que tu aimerais que l'on te fasse. C'est plus positif. Ah, c'est chouette ça. Voilà. Merci Rosa. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt. Je te dis à mardi. Et oui, c'est ce que j'allais dire. À mardi, Sandrine. Merci. Salut Rosa. Salut. Merci pour votre écoute, merci d'être resté jusqu'au bout de notre échange et si vous voulez continuer à m'encourager et surtout à faire connaître le podcast, vous pouvez mettre 5 étoiles et un commentaire sympathique sur Apple Podcast et Spotify. Surtout, vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de podcast pour être notifié des nouveaux épisodes. Et si vous voulez faire partie de la communauté des nouvelles filles de la campagne, abonnez-vous à la newsletter. Alors, soit vous m'écrivez sur les nouvelles filles de la campagne @gmail.com, tout attaché en minuscules, ou vous me contactez sur les réseaux sociaux des nouvelles filles de la campagne, Instagram et Facebook. Je vous dévoile les coulisses des nouvelles filles de la campagne, des tips, des astuces, des sujets, la sortie des nouveaux épisodes et plein d'autres surprises. Alors un grand merci et je vous dis à bientôt. Ciao!